Le nombre n'est pas important. Informez vos camarades qu'on a commencé le cours. Madame, Oui, oui, قالوا نقول لها تأسفين مقارنة. j'ai accepté. D'accord, merci. Là où il y a la demande, j'ai accepté tous ceux qui ont envoyé la requête. Donc, on prend encore 2 minutes parce qu'au fur et à mesure, ils arrivent. Donc, 1 minute. Madame, il y a toujours des étudiants en attente d'être acceptés. Je les accepte au fur et à mesure. Voilà. Il y avait un seul en attente. Faites vite les étudiants, vous arrivez au compte-gouttes. Allez, je commence. Je commence. Il y a les RSD. Les RSD. Oui, madame. Les RSD, vous êtes connectés. Oui, madame. Et les RSE. Les RSE. Est-ce qu'il y a un étudiant de RSE? Oui, madame. Oui. D'accord. D'accord. Très bien. Donc, on commence le cours. Voilà, le partage, il est fait. Vous voyez le partage? Oui, madame. Très bien. Donc, on va commencer notre module. Donc, pour aussi bien pour les deux, pour les deux groupes. Donc, on n'a pas pu commencer. Donc, là, on va essayer de rattraper un peu notre retard en faisant deux séances, on va dire,
deux séances. Voilà, on va essayer d'aller jusqu'au bout. Il faut tenir bon. On va commencer par le chapitre introduction. Le chapitre introduction, c'est un chapitre qui nous permettra de comprendre un peu ce que c'est que la modélisation et l'évaluation des performances des systèmes. Voilà. Donc, le plan de travail d'abord. Donc, aujourd'hui, on va commencer pendant la première séance de cours à présenter le principe de la modélisation. Qu'est-ce que c'est que la modélisation? Le but de la modélisation et son intérêt pour les systèmes informatiques et les réseaux informatiques et les systèmes d'une manière générale, systèmes informatiques. Donc, et qu'est-ce que c'est que l'évaluation des performances? C'est quoi les performances? Comment on évalue, etc. Donc, parmi les formalismes de modélisation, parce qu'il y a plusieurs formalismes de modélisation, c'est comme quand vous dites, j'écris un programme et tu écris un programme par rapport à un certain langage de programmation. Si c'est un programme écrit en C, ça ne sera pas la même chose qu'un programme écrit en Python, ça ne sera pas la même chose qu'un programme écrit en Java. Même si c'est les mêmes résultats qui vont être obtenus, c'est-à-dire c'est le même principe de résolution du problème, mais l'écriture du programme ne se fait pas de la même façon. C'est la même chose côté modélisation. Il y a plusieurs formalismes. Tout ça, tout ce que vous voyez là, ce sont des formalismes de modélisation. Donc, le premier formalisme, c'est les chaînes de Markov à temps discret. Il y a les chaînes de Markov à temps continu. Il y a les réseaux de Petri, les réseaux de Petri stochastiques, les fils d'attente, etc., etc., etc. D'accord. Donc, on va donner une introduction et après, on va voir comment on peut classer ces formalismes. Et il y en a, ce n'est pas les seuls. Ça, ce sont là, ce que je vais présenter, c'est des modèles, des formalismes de modélisation de base qui pour vous permettre de comprendre les autres. D'accord? Voilà, par exemple, si vous prenez les chaînes de Markov à temps continu, c'est un formalisme qui me permet de travailler par la suite avec les réseaux de Petri stochastiques, avec les fils d'attente, avec rappel, les fils d'attente avec vacances. Une minute. Donc, on commence tout de suite avec le chapitre introduction. Et une fois qu'on a compris le principe, on entamera aujourd'hui les chaînes de Markov à temps discret. Donc, c'est quoi l'évaluation de performance? L'évaluation de performance, comme son nom l'indique, ça revient à évaluer des paramètres de performance. C'est-à-dire, vous m'entendez, c'est stable, il n'y a aucun problème? Oui, madame, mais des étudiants, mais madame. Ok, il y a deux exactement. Il y avait deux. Voilà. Et le troisième qui vient d'arriver. Accepté, c'est bon. Très bien. Donc, il faudrait que je vérifie au fur et à mesure. OK. Donc, je disais que l'évaluation des performances revient à calculer des paramètres de performance. On veut analyser un système. C'est-à-dire dire est-ce que ce système fonctionne bien ou ne fonctionne pas bien. Est-ce que c'est un système qui va offrir une bonne qualité de service aux clients? On cherche à satisfaire les utilisateurs. Les utilisateurs, ça peut être des clients dans un système bancaire, ça peut être des abonnés dans un système téléphonique, chez un opérateur téléphonique, ça peut être dans un système d'impression, ça peut être des fichiers, d'accord? Les fichiers, quand on lance un fichier, si on a plusieurs imprimantes partagées, et imaginez il y a plusieurs étages, donc une entreprise qui est sur plusieurs étages, et il y a un centre, je dirais un bureau d'impression, il y aura toutes les imprimantes dedans, et puis c'est tout le monde qui sollicite ces imprimantes. Il faut satisfaire, on va dire, les fichiers ou bien les requêtes des utilisateurs en envoyant des fichiers.
Voilà, donc il y a plusieurs types de paramètres de performance qui dépendent du système auquel on s'intéresse. Si je prends un système bancaire, dans une banque ou dans une poste, ou même dans une station de service, n'importe quelle station, il y a des clients qui arrivent et leur but, c'est avoir le service. Par exemple, j'arrive à une banque et je veux, je ne sais pas, soit je veux effectuer un paiement, ou bien je veux retirer de l'argent, ou je veux, je ne sais pas, qu'on crée un compte. L'essentiel, c'est un service que je vais demander. Et donc, dans ce cas, le paramètre qui est important, c'est le temps d'attente. Dans un système bancaire, il ne faut pas une poste, un service de scolarité. Vous allez vous inscrire, d'accord? Vous allez récupérer votre carte d'étudiant, vous allez récupérer votre certificat de scolarité. Le temps d'attente, il est important, d'accord? Il y a le temps d'attente et il y a le temps de réponse. C'est quoi le temps d'attente? Le temps d'attente, c'est le temps qui s'écoule entre l'instant de l'arrivée du client. Quand je dis client, ça peut être un étudiant, un employé, un fichier, un processus, n'importe qui. Donc, entre le moment, le temps d'attente, c'est le temps qui s'écoule entre le moment où je commence à attendre jusqu'à la fin de mon attente. Et à partir du temps d'attente, qu'est-ce qui commence? C'est le temps de service. Donc, le temps d'attente, comme son nom l'indique, le temps d'attente, c'est le temps où la personne va attendre, la durée de l'attente. Le temps de service, c'est la durée du service. Et le temps de réponse, c'est la somme des deux. C'est le temps d'attente plus le temps de service. Donc, le temps d'attente est important dans le sens où il ne faut pas laisser les gens attendre, d'accord? C'est un système qui n'offre pas une qualité de service. Si on laisse les processus ou les fichiers attendre longtemps, ça veut dire que le système d'impression n'est pas intéressant. Le temps de réponse, c'est aussi important parce que si je réduis le temps d'attente, par exemple, on a un bureau de poste à l'université et on remarque qu'il y a 2 guichets. Et puis, les étudiants, les employés, les enseignants attendent longtemps. Le temps d'attente, il est important. Donc, le responsable, qu'est-ce qu'il va se dire? Bon, on doit doter, il nous faut un autre ordinateur, il nous faut une autre prise de connexion, il nous faut une autre personne à recruter, etc. Tout ça pour réduire le temps d'attente. Mais attention, si tu réduis le temps d'attente, mais après, une fois que tu es en plein service, le bonhomme te dit le système est bloqué. La machine est bloquée. L'imprimante n'imprime pas. Il n'y a pas... Oui. Il y a des étudiants qui veulent rentrer à la réunion. Il y a une seule. Sabrina Cherief. Arrivez à l'heure. C'est bon. On a accepté l'étudiante. Donc, je disais, le temps d'attente est un paramètre de performance important. Il ne faut pas laisser les clients de manière générale attendre. Maintenant, si on augmente, on va ajouter une personne avec un ordinateur, une imprimante et tout ce qui s'ensuit. Il ne faut pas non plus une ancienne configuration, un système d'exploitation pas stable, une machine dans laquelle il y a un problème de mémoire et un problème de disque dur, etc., qui va faire que le temps de service va être lent. Et puisque le temps de réponse égale au temps d'attente plus le temps de service, le temps de réponse, c'est la réponse, c'est le tout. C'est depuis l'instant où je suis rentrée dans le système jusqu'au moment où je quitte le système. Donc, si le temps de réponse, si le temps de service n'est pas intéressant, le temps de réponse va être lent. Est-ce qu'on a compris? Je pense que c'est clair, là, hein? D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Ils arrivent
petit les étudiants. Oui, il y a une question. Madame, tu peux me donner le droit pour accepter le... Je viens d'accepter encore d'autres. Je viens d'accepter encore d'autres. Il n'y avait que 3 dans la liste et d'un seul coup, je vois apparaître une dizaine d'étudiants dans la liste. C'est bon, il n'y a plus personne en attente. Suivez ceux qui viennent de... Salam alaikum, madame. Oui. مدام انا ديليغي اسك تقدري تمدي لي لاكسي باش ناكسبتي اون كاو جا واحد ولا Oui. On continue pour l'instant. Il n'en concentrez-vous sur le cours. Là, j'ai accepté tout le monde. D'accord, madame. D'accord? Alors, donc je disais, c'est bon, je vérifie encore une fois, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, il est 13h58. Alors, on ne peut pas faire un retard d'une demi-heure quand même. Malgré que je vous ai... Je dis, est-ce que le système est performant ou pas? Les paramètres de différents types, c'est-à-dire que j'ai plusieurs types de paramètres de performance, et les paramètres de performance dépendent du système étudié. Je ne vais pas... ce n'est pas les mêmes paramètres de performance que je calcule sur les différents systèmes. Je vous donne un titre d'exemple, un autre exemple. Je veux installer un cyberespace au niveau de l'université. Vous m'arrêtez celui qui a une question, vous posez vos questions, d'accord? Je sais pas, voilà, il y a toujours aucun étudiant en attente, c'est bon, on continue. Vous posez vos questions. Donc, je disais, on va installer un cyberespace. Au niveau de l'université, on a un grand espace. Et la question qui se pose, donc, on nous dit, on vous fait confiance, il y a le budget, demandez ce que vous voulez. On a un bon budget. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va installer? Est-ce qu'on va réfléchir au moment de l'acquisition des machines? Et ça va être un cyberespace accessible aux étudiants, aux doctorants, aux enseignants, pourquoi pas, d'accord? Travailleurs, tout le monde aura accès à ce cyberespace. Et donc, la question est, combien de machines on va installer? Et donc, qui dit machine, voilà, il faut réfléchir au nombre de prises qu'il va falloir, c'est-à-dire, et tout le matériel qui va avec. Donc, est-ce qu'on va travailler comme des gens archaïques qui vont se dire, un espace pour 30 machines, je vais installer 30 machines? Non. Il faut éviter le surdimensionnement. Ça s'appelle le surdimensionnement. Il ne faut pas acquérir plus de matériel qu'il ne faut. Parce que ça s'appelle le surdimensionnement. Ça va avoir des répercussions parce que si tu consommes budget dans telle chose, ça veut dire que tu vas avoir moins de budget pour autre chose. Ça, c'est clair. Donc, le surdimensionnement est à éviter. Donc, il faut réfléchir combien de machines je vais installer, combien de bureaux, parce qu'il faut penser aussi aux bureaux. Une machine, on ne va pas la mettre par terre, et tout ce qui va avec. Et donc, il faut se dire quels sont les paramètres de performance importants dans un cyberespace. Le débit, il est important. Le débit, il est important. C'est un paramètre de performance important. Si tu installes un cyberespace et après, tu vas travailler avec un faible débit, si tu mets beaucoup de machines, ça va s'empirer. C'est-à-dire si ton débit n'est pas performant, si ce n'est pas un bon débit, la qualité, après le débit individuel, va être très faible. Et donc, dans ce cas, le débit est un paramètre important. Le temps d'attente, supposons que je vais installer, je me dis, oui, mais j'ai un espace pour 30 machines, mais je ne vais pas acheter 30 machines, on va installer juste 10 machines.
Et après, on va trouver toute une queue d'étudiants qui vont attendre pour pouvoir accéder aux machines. Et dans ce cas, le temps d'attente, c'est un paramètre important. Ainsi, dans un cyberespace, il ne faut pas laisser les étudiants attendre. À la limite, ils attendent 5 minutes, 10 minutes, mais au-delà, non. Donc, le temps d'attente est un paramètre important dans ce type de système. Il y a un autre paramètre important. Supposons qu'on va augmenter le nombre de machines. On va se dire, oui, mais on va mettre beaucoup de machines. Très bien. Mais supposons qu'on achète ou bien on réforme, on ramène des anciennes machines qui se trouvaient dans les salles machines, les salles de TP, on va les mettre là-bas. Et déjà que c'est des machines qui posaient des problèmes auparavant, on va les installer dans le cyberespace. Donc l'étudiant dans ce cas, il ne va pas attendre longtemps. J'aurais gagné du point de vue temps d'attente. Mais je vais perdre du point de vue temps de réponse. C'est quoi le temps de réponse? Je répète la définition du temps de réponse. Je vérifie s'il n'y a pas de client en attente. Il n'y a pas de client en attente. Donc, le temps de réponse par définition égale le temps d'attente plus le temps de service. Je répète, le temps de réponse égale le temps d'attente plus le temps de service. Temps d'attente, c'est le temps de l'attente et le temps de service, c'est la durée du service, la durée du traitement de la requête. La somme des deux me donne le temps de réponse. La somme des deux durées me donne le temps de réponse. Donc, supposons que j'ai installé, j'ai fait en sorte que les étudiants n'attendent pas longtemps, mais le problème, c'est que j'ai mis à leur disposition un ancien matériel, des laptops, des ordinateurs de bureau, mais avec une configuration archaïque. Dans ce cas, les étudiants, pour effectuer, je ne sais pas, une impression ou bien une lecture ou bien la saisie d'un document, etc., ils vont passer un temps fou. Le service ne sera pas intéressant. Si le service sera lent, automatiquement, le temps de réponse sera lent. Donc, je dois gagner. Je ne dois pas gagner sur un paramètre et perdre sur un autre. Il faut penser autre. Il y a un autre paramètre important, le taux d'utilisation des ressources. Dans le cas de l'exemple que je viens de donner, le cyberespace, les ressources, c'est les ordinateurs. Et donc, il faut que je regarde ce taux d'utilisation. Le taux, c'est le pourcentage d'utilisation. Est-ce que, c'est-à-dire que si j'achète par exemple 10 machines, est-ce que le taux d'utilisation sera très élevé? Si je vois qu'avec les 10 machines, j'ai un taux d'utilisation de 100% pendant les 8 heures, c'est-à-dire de 8 heures à midi, de 1 heure ou bien, j'ai un 95% par exemple. Dans ce cas, je dois me poser la question. Les machines sont exploitées presque à 100%. Et si les machines sont exploitées, donc si les machines sont exploitées presque à 100%, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit augmenter le nombre de machines. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Je vais donner encore un autre exemple. On veut installer, on est chez un opérateur téléphonique et on est dans une nouvelle ville qu'on vient de construire, d'accord? Une nouvelle ville. Et on se dit, qu'est-ce qu'on va installer comme station de base? La station de base, c'est une antenne. C'est ce que vous appelez, c'est ce que les gens appellent antenne. Les antennes de Mobilis ou bien les antennes de Jizzy, etc. Et donc ça s'appelle du point de vue terminologie de réseau cellulaire, ça s'appelle une station de base. Alors, il faut savoir qu'il y a des petites stations de base et il y a de grandes stations de base. Le prix change, le coût de la maintenance change, tout change, d'accord? Des fois, la technologie n'est pas forcément la même, d'accord? Et donc, la question qui se pose, on a du budget, mais est-ce qu'on va acheter une grande antenne ou une petite antenne? La différence, c'est que, mis à part le prix et le coût de maintenance, c'est le nombre de canaux.
la grande station de base contient un nombre de canaux très élevé. La petite station de base, elle contient un petit nombre de canaux. Qu'est-ce qu'on fait avec les canaux? Un canal de communication, ce sont des canaux de communication. Donc, un canal de communication, c'est la ressource qui me permet soit d'effectuer un appel, soit de faire le transfert d'un fichier, soit d'envoyer un SMS, soit d'envoyer une vidéo. Tout ça se fait par le biais d'un canal de communication. Donc, c'est le canal qui t'offre les fréquences. C'est grâce au canal qu'on peut avoir des fréquences pour pouvoir transférer soit la parole, soit la vidéo, soit le fichier par des ondes. D'accord? Ça, c'est le transfert mobile. Ça, c'est le sans-fil plutôt. C'est tout ce qui... C'est en rapport avec les réseaux mobiles sans fil. Donc, c'est à travers les ondes. Donc, il faut des fréquences. Et les fréquences, ils dépendent du canal. Donc, voilà. Et à partir de là, je dois me poser la question. Dans cette nouvelle ville qu'on veut doter d'une station de base, est-ce qu'il y a beaucoup d'abonnés? Parce que la station de base, ce n'est pas la même station pour tous les opérateurs. Chaque opérateur a ses propres stations. Je peux être devant une station et j'ai une puce d'un certain opérateur. Par exemple, je suis devant une station de Mobilis et j'ai une puce Ooredoo. Eh bien, non, je ne pourrais pas effectuer l'appel même si je suis à côté. D'accord? Donc, il faut se dire, oui, mais on a combien d'abonnés dans cette zone? Et comme c'est un réseau mobile, je ne regarde pas seulement ceux qui habitent à l'intérieur de cette zone. Je vais regarder, je vais faire des statistiques sur déjà ceux qui habitent les alentours, parce que ceux qui habitent là-bas, ceux qui travaillent là-bas, ceux qui sont scolarisés là-bas, s'il y a une université, même si les étudiants habitent ailleurs, mais ils vont passer les 8 heures dans cette zone. D'accord? Une station à Bebzoua, donc on va faire un recensement sur les étudiants, les enseignants et tous les travailleurs de l'USCHP. Quelle est la demande? Est-ce qu'il y a plus de Dizzy? S'il y a plus de Dizzy, donc on va installer une grande station pour satisfaire le plus de monde. Et dans ce cas, on va faire attention au taux d'utilisation des ressources. Dans ce cas, dans le cas d'un réseau cellulaire, les ressources, c'est les canaux de communication. Donc, on va voir le taux d'utilisation. On va faire une modélisation. On va faire le calcul de paramètres de performance. Ça, c'est au stade de la conception. On va discuter après de ça. Et on va voir, est-ce que le taux d'utilisation de la station de base est à 100%, approche le 100%, tend vers 100%. Si je vois que le taux si je propose, je me dis, oui, mais je vais essayer de faire la conception avec une petite station de base. Je remarque que le taux d'utilisation approche le 100%. Oui, mais si le taux d'utilisation approche le 100%, ça veut dire qu'il y aura des gens, des abonnés qui vont demander les canaux et qui vont avoir un blocage, une probabilité de blocage. Et ben, dans ce cas, s'il y a une probabilité de blocage élevée, ça veut dire que ce n'est pas bon. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais doter la zone d'une station de base assez importante, assez grande, et donc dotée de plus de canaux de communication pour avoir un taux d'utilisation. Il ne faut pas avoir un taux d'utilisation très faible, parce que si tu as un taux d'utilisation très faible, ça veut dire que tu ne rentabilises pas ton matériel, tu ne rentabilises pas tes ressources informatiques. D'accord? Donc, le taux d'utilisation est un paramètre clé pour pouvoir, donc le nombre, le débit est un paramètre de performance important, le temps d'attente, le temps de réponse, le taux d'utilisation, certaines probabilités, par exemple la probabilité de blocage. Si je vois que j'ai beaucoup de blocage, par exemple, à chaque fois que je veux envoyer un fichier, ça ne passe pas. À chaque fois que je veux effectuer un appel, ça ne passe pas. Il m'affiche réseau saturé ou bien pas de réseau. Là, c'est un problème. Ça veut dire que la surcharge, il y a une surcharge sur la station de base. Il faut trouver une solution. Soit doter la zone d'une autre station de base,
c'est difficile à changer une station de base. Donc, c'est beaucoup plus doter la zone d'une autre station. Donc, tout ça, ce sont des paramètres de performance. Donc, vous avez compris à travers les exemples que je viens de donner qu'il y a plusieurs types de paramètres de performance et cela dépend du système auquel on s'intéresse. Les paramètres dépendent du système. Je ne calcule pas les mêmes paramètres de performance pour tous les systèmes. Voilà. Maintenant, la question qui va se poser, quand est-ce qu'on fait cette évaluation de performance? Donc, il faut savoir que l'évaluation des performances d'un système, elle peut se faire à deux niveaux. Soit au stade de la conception, soit au stade de l'exploitation. Alors, c'est quoi la différence entre la conception et l'exploitation? En conception, cela signifie que le système n'existe pas encore. Et donc, on a une description de ce système dans un cahier des charges. Et on veut faire une conception, donc on a une description, il y a un opérateur téléphonique ou bien il y a des clients qui te demandent, bon, l'opérateur téléphonique, c'est le client par rapport à toi, parce que c'est toi qui vas faire la conception. Donc, il y a par exemple ton entreprise qui te dit, voilà, je veux ça, je veux ça, je veux ça, mais le système n'existe pas. J'ai par exemple, c'est une zone dans laquelle j'ai 20 000 abonnés, voilà, c'est des abonnés qui sont très demandeurs, qui se connectent souvent, et donc voilà, c'est ça le cahier des charges. Le cahier des charges, il te donne des informations sur la situation dans sa globalité pour te permettre de réfléchir et offrir une solution qui répond aux besoins. Donc ça, c'est ce qu'on appelle une évaluation des performances au stade de la conception. Donc, retenez une chose, c'est qu'au stade de la conception, le système n'est pas encore là, on ne l'a pas encore installé, on ne l'a pas encore déployé en termes de réseau. Si c'est un réseau, on ne l'a pas encore déployé. Si c'est du matériel, c'est-à-dire on n'a pas encore acheté le matériel et installé ce matériel. Et donc, on est en train de réfléchir. Voilà. Et donc là, on va se baser sur la description du système en question, qui est donné à travers le cahier des charges, et on va réfléchir. Je vais vous expliquer comment on va réfléchir justement sur la base d'un cahier des charges. La deuxième façon de faire, ça sera au stade de l'exploitation. C'est quoi au stade de l'exploitation? Ça veut dire que le système, il est là, il existe, mais le problème, c'est qu'il ne tourne pas comme il faut. Les clients ne sont pas satisfaits, les abonnés ne sont pas satisfaits, les étudiants devant le cyberespace ne sont pas satisfaits. Et donc, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut le modifier. On veut le modifier. Donc, on fait une étude conceptuelle, on fait une autre conception en utilisant le même principe comme si le système n'existait pas, et on va essayer de proposer soit une modification du système existant, soit une acquisition, par exemple, d'une deuxième station ou plus de machines dans le cyberespace, etc. D'accord? En conception, là, c'est quand on veut installer un nouveau cyberespace. Là, non, on a un cyberespace, par exemple, dans lequel il y a 10 machines, mais on voit que la queue des étudiants, donc il y a beaucoup d'étudiants qui attendent, et c'est pas ce qu'on veut. Donc, on se dit, oui, mais il y a un cyber qui existe, il est en exploitation, mais on veut améliorer les paramètres de performance de ce système. Voilà, donc on veut le modifier dans le but de répondre à de nouveaux objectifs ou bien pour améliorer les paramètres de performance. Voilà, donc c'est ça les deux possibilités, c'est-à-dire les deux façons pendant lesquelles, donc soit c'est en phase de conception, soit en phase d'exploitation, qu'on fait l'évaluation des performances. Donc, si je fais l'évaluation en conception, ça veut dire que je me base sur un cahier des charges. Si je fais une évaluation des performances en exploitation, ça veut dire qu'il y a un système qui tourne, mais je ne suis pas satisfaite. Donc, je vais travailler sur la base de ce système pour offrir de meilleurs paramètres de performance. Mais l'idéal serait
de faire au stade de la conception, parce qu'il y a des systèmes où on pourra pas apporter, c'est-à-dire que c'est pas qu'on pourra pas, mais on pourra pas effacer tout ce qui existait. C'est difficile d'effacer ce qui existe. D'accord? Il est préférable. Donc, actuellement, les gens ont pris conscience du fait, quand je dis actuellement, quand même depuis plus d'une dizaine d'années, les gens ont pris conscience de l'importance de l'analyse au stade de la conception. Et donc, il y a beaucoup d'entreprises qui font ça. C'est beaucoup plus dans les pays développés. D'accord? Bon, ça arrive de façon timide en Algérie, par exemple, au niveau de Dizzy, au niveau de Orido. Ils sont sensibilisés par rapport au problème. Il y a même un département de simulation et d'analyse des performances. Mais si vous prenez par exemple les constructeurs de véhicules à l'étranger, que ce soit pour Peugeot, que ce soit pour Volkswagen, les grands constructeurs, les constructeurs sérieux, ce n'est pas des bricoleurs, ils font au stade de avant de concevoir un véhicule, ils font une modélisation, ils font un calcul de paramètres de performance pour voir est-ce que c'est pas un véhicule qui va consommer beaucoup de carburant, parce que maintenant l'énergie c'est le nerf de la guerre. Donc la réflexion elle se fait par rapport à tout ça. Est-ce que le client, le conducteur sera satisfait? Est-ce que les passagers seront satisfaits? Voilà. Donc tout ça c'est important, de préférence à ce stade-là. Maintenant, si à ce stade-là on n'a pas pu le faire, si c'est un ancien système, il vaut mieux le faire au stade de l'exploitation, c'est toujours mieux que rien. Maintenant, comment on travaille quand on veut faire l'évaluation des performances? C'est quoi le principe? Tout le monde me suit? C'est stable? Personne en attente? Tout va bien? Oui, madame. Si vous avez des questions, posez-les. Je vous écoute. Il n'y a pas de questions? Très bien, suivez. Je précise une chose. Le cours, je ne suis pas en train de faire un cours, et il ne s'agit pas d'un cours de blabla où vous êtes censé apprendre. Mais, je ne vous demanderai jamais de donner la définition de telle ou telle chose. Jamais. Ça n'existe pas dans ce module. C'est un module où il est question de modéliser, de réflexion. Il y a beaucoup de réflexion et il y a énormément de calculs. D'accord? Donc, c'est de la réflexion et c'est des calculs. Et donc, il est question de comprendre aujourd'hui, avec la première séance, de comprendre le principe, parce que c'est le chapitre introduction. Mais après, ça va être réflexion, calcul, raisonnement, d'accord? Voilà. Donc, je reviens au principe de l'évaluation. Donc, on part de la description d'un système. Alors, je dis description d'un système, parce que si je fais ça au stade de la conception, le système n'existe pas, ce système n'existe pas. Il est décrit dans un cahier des charges. Donc, je passe par une première étape de modélisation. On va apprendre à modéliser ensemble. D'accord? Donc, je passe par une étape de modélisation. Cette étape de modélisation me donne un modèle. Voilà. Bien sûr, selon le formalisme de modélisation, si je modélise en utilisant les chaînes de Markov à temps discret, j'obtiens une chaîne de Markov à temps discret. Alors, l'exemple que je donne tout le temps aux étudiants, je leur dis, le formalisme de modélisation, c'est comme le langage de programmation. Tu écris, je vous ai dit tout à l'heure, mais je le répète pour les retardataires. Donc, si j'utilise par exemple ici comme langage de programmation le Java, le programme que je vais avoir, c'est un programme écrit en Java. Non, on ne va pas utiliser Java ici, ne me comprenez pas mal. J'ai dit, par exemple, dans les langages de programmation, dès que tu changes de langage de programmation, ton programme change. Là, c'est la même chose. Si j'utilise le formalisme des chaînes de Markov à temps discret, j'obtiens un modèle sous forme d'une chaîne de Markov à temps discret. Si j'utilise le formalisme des réseaux de Petri, ça va être le modèle de réseau de Petri. Et l'analyse va être différente selon le formalisme, selon le modèle. Puisque selon le formalisme, je vais obtenir un modèle. D'accord? Donc, chaque formalisme
à ces modèles, ça on va le voir. Les modèles qu'on va utiliser dans le chapitre 1, ce n'est pas les modèles qu'on va utiliser dans le chapitre 2, ce n'est pas les modèles qu'on va utiliser après cela. Donc, tout dépend du formalisme. Quand je change le formalisme, je change de modèle. Et bien sûr, la méthode de l'analyse va changer. La méthode dépend du modèle. La façon avec laquelle je vais calculer les paramètres de performance d'une CMTD n'a rien à voir avec la méthode de calcul des paramètres de performance d'une file d'attente. D'accord? Donc, ce qu'on va apprendre au cours de ce semestre, c'est à utiliser les formalismes de modélisation pour trouver les modèles pour chaque exercice. Et à partir, une fois que j'ai le modèle, je vais calculer les paramètres de performance qui me sont demandés dans l'exercice pour répondre à la question. Voilà, pour dire est-ce que c'est un bon système, ce n'est pas un bon système, etc. D'accord? Et donc, on va apprendre à comment modéliser et comment calculer les paramètres, c'est-à-dire les paramètres de l'analyse. Donc, une fois que j'ai calculé, maintenant, ce que je suis en train de vous expliquer, ça c'est dans la réalité. Dans nos exercices, on va faire ça une seule fois. Je vais vous demander de modéliser et d'analyser. C'est ça nos exercices. D'accord? Mais maintenant, dans la réalité, quand vous êtes devant un projet réel, comment ça se passe? Tu obtiens les paramètres de performance. Après, tu vas analyser ces résultats. Si ces résultats ne sont pas satisfaisants par rapport au client, tu vas reprendre la conception. Donc, tu vas revenir sur le cahier des charges. Tu vas refaire la modélisation. Tu vas obtenir un nouveau modèle. Tu vas recalculer les paramètres de performance et tu vas encore analyser les résultats. Et cette boucle-là, tu vas la répéter autant de fois que nécessaire jusqu'à ce que tu tombes sur des résultats qui vont satisfaire le client, bien sûr, sans qu'il y ait de surdimensionnement ni sous-dimensionnement. Surdimensionnement, ça veut dire trop de matériel pour rien. Sous-dimensionnement, peu de matériel et matériel qui ne coûte pas cher au point où le client ne sera pas satisfait. Donc, il y a un certain équilibre qu'il faut savoir atteindre justement, c'est ça. Et ça, c'est avec l'expérience, bien sûr. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un formalisme mathématique, un formalisme de modélisation? Bon, c'est un formalisme mathématique. D'accord? C'est basé sur des fondements mathématiques, sur des définitions mathématiques. Donc, c'est mathématique. Mais c'est quelque chose qu'on peut implémenter. Bien sûr qu'on peut implémenter parce que tout ça, ça ne se fait pas à la main. Nous, on va travailler bien sûr à la main parce que dans votre programme, il n'y a pas la séance de TP. Bon, dans certaines écoles supérieures, le module se fait avec la séance de TP. Ce n'est pas le cas pour vous. D'accord? Ce n'est pas grave, mais il faut comprendre. L'essentiel, c'est que l'étudiant arrive à comprendre comment se font les choses à la main. Une fois qu'il a bien compris comment se font les choses à la main, si c'est quelqu'un qui se débrouille bien en programmation, il saura implémenter le jour J. S'il a besoin de ça, il pourra l'implémenter. Voilà, donc on a compris ce que c'est que les paramètres de performance, débit, temps d'attente, temps de service, taux d'utilisation, etc. Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un... Voilà, donc ça, je l'ai expliqué à travers... Maintenant, qu'est-ce que c'est qu'un modèle? C'est quoi un modèle? C'est une abstraction mathématique d'un système réel. C'est-à-dire, c'est une description, c'est une abstraction. On décrit le système, mais de façon mathématique. Donc, on va utiliser la notion de graphe, on va utiliser la notion de matrice. La notion de graphe, elle est intéressante parce que quand on fait les calculs sur un graphe, on peut lire les choses, c'est très agréable pour pouvoir les calculer. Et la matrice, il n'y a pas mieux quand tu dois faire des calculs, tu veux implémenter les choses, d'accord. Donc, les deux structures, donc les graphes et les matrices, donc sont très utiles. C'est ça l'abstraction mathématique. Alors quand je dis abstraction mathématique, on va pas utiliser des intégrales ou bien des dérivés ou bien non, j'ai pas dit des fonctions mathématiques, le cos, etc. Non, c'est une abstraction mathématique d'un système réel. Donc je vais décrire le système réel en utilisant une abstraction, d'accord. C'est-à-dire, je vais le décrire de façon abstraite,
en utilisant les fondements mathématiques. Donc, je vous le dis dès maintenant, ça va être les graphes et ça va être des matrices, des vecteurs, matrices et graphes. Voilà. Maintenant, au moment de la modélisation, je vous pose un exemple, je vous pose une question. Quand vous avez commencé en première année, vous avez commencé à écrire des algorithmes, ou bien même actuellement, ça, on ne revient pas en première année, actuellement, je vous donne un problème et je vous demande de me développer un logiciel qui effectue, qui me permet de résoudre un certain problème, et peu importe le domaine, et après, je vous demande donc de développer ce logiciel, donc, ou bien de m'écrire un programme. Est-ce que vous allez tous m'écrire le même programme? Est-ce Non, que... madame. Non, madame. Non, d'accord. Si c'est un petit programme, je risque d'avoir plusieurs étudiants qui écrivent le même et d'autres que ce n'est pas le même. Mais si c'est un logiciel, chacun va concevoir les choses à sa façon, chacun va écrire à sa façon. Et bien, au stade de la modélisation, c'est la même chose. Pour un même système, je peux trouver plusieurs modèles. Ça, c'est dans la réalité, c'est quand vous êtes devant un projet réel. Maintenant, dans le cas pédagogique, dans notre cas, on ne va pas commencer avec les systèmes ou les projets lourds, c'est-à-dire qu'on est obligé, dans un but purement, dans un but pédagogique, on est obligé, donc dans un but pédagogique, on est obligé de travailler avec des systèmes simples. D'accord ? C'est comme quand vous avez commencé la programmation, l'algorithmique, on a commencé par vous demander d'écrire des algorithmes simples. D'accord ? Et dans ce cas, tout le monde trouvait le même algorithme. Si c'est programmé, il trouve le même algorithme. Là, c'est la même chose. Donc, dans nos exercices, tout le monde tombera sur le même modèle. Mais sachez que si le système est complexe, il y aura des modèles très détaillés, il y aura des modèles moins détaillés, il y aura les modèles très peu détaillés, très peu fidèles par rapport au cahier des charges. D'accord ? Plus le modèle est détaillé, plus il est difficile à exploiter. Un modèle détaillé, c'est beau, c'est bien parce qu'il prend en considération tous les détails, mais le problème, c'est qu'il va devenir difficile à analyser. Donc, il ne faut pas penser seulement à la modélisation. Quand tu modélises, tu prends en considération le fait que, après, regardez le schéma, après la modélisation, qu'est-ce qui viendra? Viendra l'analyse. Donc, si je développe un modèle très compliqué et l'analyse ne pourra pas se faire, soit parce qu'il me faut une mémoire de serveur et je ne dispose pas de serveur, soit parce que ça va nécessiter des méthodes théoriques qui n'existent pas encore, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est au stade de la recherche. L'évaluation de performance, elle se fait actuellement, mais il y a des travaux de recherche qui se font de jour en jour. D'accord ? Donc, quand je développe un modèle, il ne faut pas qu'il soit, je vais dire, très peu fidèle par rapport au cahier des charges. Il ne faut pas qu'il soit trop compliqué non plus, parce qu'il sera non exploitable. Si le modèle est très détaillé, bon, fidèle veut dire détaillé, c'est fidèle au cahier des charges. D'accord ? Très détaillé. Bon, à chaque fois, je me dis, je vais mettre détaillé, j'oublie. Donc, si j'opte pour un modèle détaillé, je risque d'avoir des problèmes d'exploitation. Et donc, là, n'oubliez pas qu'il y a des pointillés. Il y a énormément de modèles qu'on peut trouver pour le même système. Donc, l'idéal, là aussi, c'est l'expérience, c'est-à-dire comment trouver un modèle, je vais dire, relativement exploitable et assez détaillé par rapport au cahier des charges. Voilà. Le problème ne se posera pas pour vous, ça c'est à titre de culture, ça c'est pour un projet réel. Très bien. Donc, les différents formalismes. Donc, pour trouver un modèle, regardez, pour trouver un modèle, il me faut un formalisme de modélisation. Les formalismes de modélisation qui existent, je vais répéter pour ceux qui n'étaient pas avec nous, il y a différents types de formalismes qui existent. Il y a les processus stochastiques
Les chaînes de Markov, nous, on va s'intéresser aux chaînes de Markov. Les chaînes de Markov, c'est une famille qui appartient au processus stochastique. Ça, c'est la grande famille des processus stochastiques. Les processus stochastiques, on l'écrit stochastique. CH. C'est un mot russe. Mais on le lit stochastique. Le mot stochastique, et en anglais, c'est la même chose, c'est stochastique avec un C, TIC. Et donc, les processus, stochastic process, d'accord, si vous avez plusieurs processus, donc les processus stochastiques ou les stochastic process, ce sont des processus, mais qui sont à comportement aléatoire. Le mot stochastique veut dire aléatoire. Et c'est exactement le cas des systèmes informatiques. Supposons que j'envoie un paquet ou bien un message, donc un paquet d'informations, donc un paquet sur un réseau. Et ce paquet, il est censé être partir d'une source et arriver à un destinataire. Est-ce que c'est sûr que le paquet arrive à l'instant T? Est-ce que c'est sûr? Non. Quand je l'envoie, il peut arriver à l'instant T, il peut arriver avant l'instant T, il pourra arriver après l'instant T, il pourra ne jamais arriver, il pourra arriver avec des bits altérés, il pourra arriver, mais entre-temps, il a été piraté par l'homme du milieu, d'accord? L'homme du milieu, qu'est-ce qu'il fait? Il capte le paquet et il va te changer à l'intérieur une information. Bien sûr, il faut qu'il ait la clé de cryptage, etc. Donc, il arrive s'il a la clé, donc il va prendre les informations, donc le paquet, modifier certains bits à l'intérieur, donc modifier l'information, et il va transférer, il va continuer. Donc, toi, tu ne vas pas te rendre compte, tu as envoyé, mais pour toi, après, le type pour lui, par exemple, imaginez que vous êtes dans un système, je ne sais pas, de réservation dans un aéroport ou là, réservation de billetterie. Il a envoyé qu'il y a par exemple 10 places disponibles, l'autre Madame, Écoute, cela va là, non? Écoute, cela va là, non? ما كانش هو. أنا راحت الكونيكسيون كان. إيه كنت بالك Oui, on part à la connexion. كنت بالك عندي أنا بالك. Non, non, non. Allez, De modélisation. sur ce slide, attendez, je vais reprendre le partage déjà. Ici, je parlais des différents types de formalisme. Madame, ما كاش بارطاج.
Est-ce que... Comment? J'ai partagé. Le partage, il vient d'arriver. Vous l'avez? C'est bon, c'est fait? Est-ce que le partage... Oui, madame Aïba. Oui, madame. Oui, c'est bon. Oui, madame. Ah. Donc, je me suis arrêtée sur ce slide. On est bien d'accord. Oui, Donc, madame. on s'était arrêté. Donc, on a dit que pour pouvoir faire la modélisation, il nous faut un formalisme de modélisation. Avec ce formalisme, je fais la modélisation et l'analyse. C'est comme un langage de programmation. Tu programmes avec et tu compiles. D'accord? Tu compiles avec le compilateur qui correspond au langage de programmation. Là, c'est la même. Avec les chaînes de Markov, avec les processus stochastiques. Vous m'avez entendu tout à l'heure quand je vous ai dit que les chaînes de Markov, c'est une petite famille incluse dans les processus stochastiques. Oui, madame. D'accord. Vous m'avez entendu quand j'ai expliqué le fait que les systèmes informatiques sont des systèmes à comportement aléatoire. Quand j'ai donné l'exemple de la source, j'envoie un paquet de la source à la destination. Oui, madame. واحد يبدل Non? l'information. Si, madame. حبسنا في l'exemple, madame. Non? Si. Ben, c'est l'exemple. Donc, quand j'envoie un paquet, il peut arriver à l'instant que je veux, il peut arriver en retard, il peut arriver à l'avance, il peut ne pas arriver du tout, il peut arriver avec des bits altérés, il peut arriver, mais après avoir été piraté, c'est-à-dire modifié. Voilà. Donc, les processus stochastiques, tout ça, c'est des systèmes, c'est des formalismes de modélisation. On va apprendre à travailler avec les chaînes de Markov. C'est une sous-famille des processus stochastiques. On va travailler avec les réseaux de Petri. Donc, quand je dis chaîne de Markov à temps discret, chaîne de Markov à temps continu, les files d'attente, les réseaux de Petri, et on verra. On verra où est-ce qu'on arrivera. D'accord? Les colorés, c'est un exemple, c'est les réseaux de Petri. On n'a jamais eu le temps. Et même les réseaux de Petri stochastiques, il m'est arrivé certaines années de les faire quand on arrive à 13 ou 14 semaines d'enseignement. Mais si on a 10 ou 11 semaines, c'est difficile de faire ça parce que je ne veux pas aller vite sur certaines choses. Ça ne va pas aider l'étudiant. Je peux aller vite, mais ça ne va pas aider l'étudiant. Bon, de toute manière, une fois qu'on a compris les réseaux de Petri, on peut travailler sur ça, il n'y a pas de problème. Très bien. Maintenant, tous ces formalismes de modélisation ne sont pas équivalents. Et je ne peux pas faire la même chose avec tout ça. Pourquoi? Parce que l'analyse dépend du formalisme. Je répète, l'analyse change d'un formalisme à un autre. Je m'explique. Si j'ai construit un modèle en utilisant le formalisme des chaînes de Markov à temps continu, pour l'analyse, je vais utiliser une certaine méthodologie d'analyse. Si j'ai construit un modèle en me basant sur le formalisme des réseaux de Petri, je vais utiliser une méthode d'analyse et les principes d'analyse propres au réseau de Petri. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il y a deux types d'analyse. Il faut savoir qu'il y a deux types d'analyse. Une fois que j'ai construit mon modèle, une fois le modèle construit dans le formalisme que j'ai choisi, on doit l'analyser. Et là, il y a deux grands types, il y a deux types d'analyse. Il y a l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. L'analyse quantitative consiste à calculer les paramètres de performance dont on a parlé tout à l'heure. Le débit, le temps de réponse, le temps d'attente, probabilité de blocage, etc., etc. Ça, c'est l'analyse quantitative. Alors, parmi ces formalismes, l'analyse quantitative, elle peut se faire avec les processus stochastiques, avec les chaînes de Markov, avec les files d'attente. Il y a aussi l'analyse qualitative. L'analyse qualitative, elle consiste à définir les propriétés. C'est-à-dire, elle consiste à analyser le système
du point de vue propriété comportementale. Elle nous permet, cette analyse, de vérifier est-ce qu'il n'y a pas de blocage, est-ce que le système, c'est-à-dire s'arrête à un moment donné, est-ce qu'il est réinitialisable, est-ce qu'on pourra le réinitialiser. C'est très intéressant de réinitialiser un système. Un système qui ne se réinitialise pas et tu es obligé de le couper carrément, de couper le courant, c'est un mauvais système. Il faut que le système, par exemple, il faut que dans ton système d'exploitation, il faut qu'il y ait l'option, il y a éteindre, il y a mise en veille, mais il y a aussi redémarrer. Donc, s'il n'y a pas l'option redémarrer, je suis obligé d'arrêter pour pouvoir relancer. Ou bien, si l'arrêté ne marche pas, je suis obligé de débrancher carrément. Non, il nous faut la réinitialisation dans tous les systèmes. C'est une façon de remédier à certains problèmes techniques. Donc, parmi les formalismes les plus utilisés pour l'analyse qualitative, nous citons le formalisme des réseaux de Petri et ses différentes variantes. Donc, les réseaux de Petri, leur particularité, la caractéristique des réseaux de Petri, là où vous entendez réseau de Petri, sachez que l'analyse va être qualitative. Je vous le dis dès maintenant, pour tous les masters, à l'examen, il y a une grande partie de calcul, puisqu'on va faire beaucoup de calculs, de modélisation et de calcul de paramètres de performance, mais il y a toujours un exercice de questions, un exercice QCM, de questions de cours. Donc, l'étudiant qui fait juste les calculs s'arrête là. C'est-à-dire s'il n'a pas compris le principe, c'est un problème pour lui. Donc, il faut comprendre le principe. Et en cours, je donne beaucoup d'exemples qui vous permettent bon, là, ce n'est pas des exemples, mais je donne des exemples écrits qui vous permettent de résoudre les exercices du TD. Donc, vous faites attention. Je ne fais pas de distinction entre le cours et le TD. Tant que je n'ai pas trouvé d'assistant pour prendre les TD, je les prends moi. Donc, c'est cours TD, quelle que soit la séance. Voilà. Donc, rappelez-vous que l'analyse peut être de deux types, analyse qualitative, analyse quantitative. L'analyse qualitative, elle se fait avec les réseaux de Petri et ses variantes, parce qu'il y a plusieurs variantes. Il y a les réseaux de Petri colorés, les stochastiques colorés, les réseaux de Petri hybrides, etc., etc. Ça, c'est au stade de la recherche. Il y a des doctorants qui travaillent sur ça. Il y a des laboratoires de recherche très peu en Algérie, mais beaucoup plus à l'étranger, d'accord, qui travaillent sur ça. Il y a l'analyse quantitative. Pour l'analyse quantitative, je peux me baser sur les chaînes de Markov. Donc, le chapitre qu'on va commencer tout de suite, donc l'analyse quantitative, ça va être avec les chaînes de Markov à temps discret. Après les chaînes de Markov à temps continu, c'est toujours du quantitatif. Après, je ferai réseau de Petri pour l'analyse qualitative. Et on continuera après en fonction du temps au fur et à mesure, petit à petit. Maintenant, il y a un modèle intéressant, c'est celui-là. Le modèle des réseaux de Petri stochastiques. Voilà, il est là. Alors, le modèle des réseaux de Petri stochastiques, il est à la fois, c'est-à-dire qu'il est fondé sur, il se base, je dirais qu'il est basé sur les fondements mathématiques des réseaux de Petri, et donc il me permet de faire l'analyse qualitative, mais il est en même temps stochastique, donc il se base sur les techniques des processus stochastiques. Et du coup, il permet de faire de l'analyse quantitative. Ça, c'est un formalisme très intéressant qui permet de faire à la fois l'analyse qualitative en utilisant toutes les définitions des réseaux de Petri et l'analyse quantitative en utilisant les définitions des processus stochastiques. Voilà. Donc, je peux avoir des méthodes, plutôt des formalismes qui me permettent de faire uniquement l'analyse qualitative. Je peux avoir aussi des formalismes qui me permettent de faire uniquement de l'analyse quantitative. Je peux avoir aussi des formalismes qui me permettent de faire à la fois l'analyse qualitative et quantitative. Ils ne sont pas nombreux, mais les réseaux de Petri stochastiques,
c'est quelque chose. Alors, je peux vous dire qu'il y a des travaux qui ont utilisé ça pour la gestion des feux de circulation dans des villes quand même, des villes assez chargées, d'accord. Il a été utilisé dans une thèse, donc dans un laboratoire, pour la gestion du métro et du RER en Île-de-France, d'accord, c'est-à-dire sur Paris et alentours. Voilà. Donc, c'est un modèle très intéressant. Donc, personnellement, j'ai travaillé dessus. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, on a fini avec les deux types d'analyse. Bon, là, c'est juste une remarque. Il est conseillé de faire de l'analyse qualitative au préalable, avant de faire l'analyse quantitative. Et voilà, parce que s'il y a un blocage au niveau, s'il y a des résultats qui ne sont pas blancs, par exemple, le système présente certains problèmes tels que l'interblocage, je dois régler le problème qualitatif avant de chercher à améliorer le temps d'attente ou le temps de réponse, etc. S'il y a un interblocage, on ne va pas parler du temps d'attente. D'accord? Donc, il faut d'abord régler c'est-à-dire la qualité, après parler de quantité. Maintenant, côté analyse quantitative, il faut savoir qu'il y a des méthodes analytiques, il y a des méthodes de simulation. Moi, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, l'analyse dont j'ai parlé est l'analyse qui fera le but de ce module. Ça, c'est juste pour vous expliquer le rapport entre ce qu'on est en train de faire et ce que font d'autres personnes. Donc, il y a certaines personnes qui vous disent pourquoi ne pas utiliser la simulation? Pourquoi tu vas faire la modélisation et après tu vas utiliser un modèle formel, tu vas faire l'analyse, etc. Eh ben, il faut savoir que pour l'analyse quantitative, je peux faire soit la simulation, soit j'utilise les méthodes analytiques basées sur les formalismes dont j'ai parlé tout à l'heure. Les méthodes analytiques, c'est les méthodes basées sur les chaînes de Markov, sur les files d'attente, etc., processus stochastiques, etc. Donc, la différence entre les deux, quand est-ce qu'on utilise la simulation et quand est-ce qu'on utilise les méthodes analytiques? Alors, il faut savoir que la simulation, déjà par définition, c'est quoi la simulation? On ne va pas travailler sur la simulation au cours de ce semestre. Ce n'est pas un module où je vais expliquer la simulation. La simulation revient à utiliser un outil, d'accord? Moi, c'est-à-dire pour un master, on ne va pas lui apprendre à utiliser un outil. Si demain, il est devant un simulateur, il a besoin de l'utiliser, soit il va lire de la documentation, soit il va se débrouiller, soit il va prendre des vidéos, bien c'est à lui c'est gérable. Maintenant, les méthodes analytiques, ça fait partie de votre formation. Il faut qu'on vous donne une idée. Comment faire de la modélisation analytique, c'est-à-dire en utilisant les modèles, les formalismes dont j'ai parlé tout à l'heure, et comment faire l'analyse analytique, c'est-à-dire en utilisant ces formalismes. Ça, c'est théorique. D'accord? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut implémenter. Il y a des outils, attention, il y a des logiciels. Vous avez le GRIT-SPN, c'est un logiciel qui a été développé par le laboratoire Lipsis, d'accord, de Paris 6. Et bien sûr, il y a même, donc il a été développé par des Français, mais pas que. Il y avait dans l'équipe un étudiant américain, il y avait même un étudiant algérien, d'accord, et un étudiant de l'université de Bessekra, donc qui a travaillé dessus pour les nouvelles versions. Voilà. Donc, ça, c'est les méthodes analytiques. Certes, ce sont des méthodes analytiques très mathématiques. Vous allez voir dans les calculs, c'est très mathématique, mais c'est quelque chose qu'on peut implémenter. L'étudiant informaticien doit savoir faire les choses à la main pour qu'il puisse les implémenter au besoin. Maintenant, il y a la différence entre la simulation et les méthodes analytiques. Les méthodes analytiques, c'est des méthodes parfaites.
elle propose de calculer des méthodes, des paramètres de performance de façon mathématique. Bien sûr, en se basant sur les équations. Bien sûr, ces équations, je peux les écrire sous forme de programme, etc. Et les résultats vont être exacts. C'est ça l'importance. La simulation ne me donne pas des résultats exacts. La simulation, elle va reproduire l'évolution du modèle, pas à pas, en étudiant une réalisation. C'est-à-dire qu'elle va considérer une réalisation et elle va suivre son évolution. Et donc, ça consiste à effectuer des expériences sur le modèle. Et donc, elle peut pas, donc la simulation, elle peut pas prendre en considération toutes les situations du modèle. Par conséquent, les résultats qu'elle va me donner, c'est des résultats approximatifs. Ils ne sont pas exacts. Donc, quelqu'un qui simule, il ne dit pas la vérité, il ment. Eh bien, c'est la même chose la simulation. La simulation, elle te donne une idée, mais ce n'est pas la vérité, ce n'est pas exact. Les méthodes analytiques sont des méthodes qui te donnent des valeurs de paramètres de performance, des valeurs moyennes, fermo. On va calculer des valeurs moyennes. On ne va pas calculer le max, le min. On va calculer des paramètres de performance moyens. Donc, mais ça va être des résultats qui ont un sens. Ça, c'est l'avantage de ça par rapport à ça. L'inconvénient maintenant des méthodes analytiques. L'inconvénient, c'est que c'est des modèles, c'est des méthodes, d'accord, qui sont applicables à certains systèmes, pas à tous les systèmes. Il y a des systèmes qui nécessitent des méthodes et qui n'existent pas encore. Ces méthodes n'existent pas encore. Je vous ai dit parce que c'est un domaine de recherche. Donc, si vous avez un système et c'est un système pour lequel vous pouvez appliquer les méthodes analytiques, c'est la perfection, c'est parfait. Si vous avez un système et vous voyez qu'avec la modélisation que vous avez faite, il n'y a pas de méthode d'analyse, il vaut mieux faire la simulation pour avoir des paramètres approximatifs. C'est toujours mieux que rien. C'est pour ça que dans beaucoup de projets de M2, d'accord, des PFE, de fin d'études, les étudiants travaillent, donc, que ce soit dans les systèmes réseau ou systèmes embarqués, d'accord, donc les étudiants, ils utilisent des simulateurs. Un autre inconvénient des simulateurs, il faut faire attention. Un simulateur, donc si vous êtes appelé à utiliser un simulateur pour votre projet de fin d'études, sachez que plus vous laissez la simulation tourner longtemps, plus vos résultats auront un sens. Si vous faites une simulation rapide sur un tout petit temps, vos résultats n'auront pas de valeur parce que ça n'aura pas de sens. Une simulation, elle doit tourner longtemps. Il vous faut du bon matériel. D'accord ? Si elle tourne longtemps, ça veut dire qu'elle va bouffer beaucoup d'espace mémoire. Et dans ce cas, la simulation, vous pouvez un petit peu faire confiance à ses résultats. Et on a trouvé, donc, ça fait l'année passée ou l'année d'avant, ça fait peut-être 2 années, on est tombé sur un article où quelqu'un avait pris un réseau informatique, donc je ne me rappelle plus si c'est un réseau de capteurs, je pense que c'était un réseau de capteurs, et il a prouvé dans un article, d'accord, dans un article publié dans une revue quand même internationale, il a prouvé que pour le même réseau, il a utilisé le NS2, c'est un simulateur. Non, il avait utilisé le NS3. Le NS2, il est un peu dépassé. Donc, le NS3, actuellement, les gens travaillent avec NS3 pour les réseaux informatiques. Le NS3 et le Omnet. Et donc, il a démontré avec des résultats numériques que, c'est-à-dire pour le même protocole, il n'avait pas les mêmes résultats en utilisant 2 simulateurs différents. Mais ce n'est pas étonnant. En même temps, il y a certains qui étaient étonnés parce que c'est pas normal qu'on trouve des résultats différents sur 2 simulateurs. Mais il ne faut pas t'étonner. C'est ça la simulation. La simulation ne te donne pas des résultats exacts.
c'est des résultats approximatifs. Ça veut dire que chaque simulateur va approximer à sa façon. Il faut pas, d'accord, il faut pas non plus être bête. D'accord? Donc, ça ne m'étonne pas de la simulation. Maintenant, si l'étudiant ne trouve pas de résultats, si je te donne un modèle et je te demande d'analyser et vous ne trouvez pas les mêmes résultats en utilisant des méthodes analytiques, là, ça devient grave. Là, ça veut dire que ça a été mal fait, mal calculé ou même mal programmé. Quand j'utilise des méthodes analytiques, je dois trouver les mêmes résultats. D'accord? Malheureusement, heureusement peut-être parce que c'est au stade de la recherche et il y a des travaux de recherche qui continuent dans ce sens. Voilà. Donc ça, j'ai ouvert la parenthèse pour la simulation. Elle ne fera pas partie de notre module. J'ai ouvert la parenthèse parce que je sais qu'il y a certains qui arriveront plus tard à la simulation et ils ne pourront pas savoir c'est quoi la simulation par rapport à ce qu'on a fait avec les méthodes analytiques. Voilà, c'est juste pour, c'est pour votre culture. Voilà, ça c'est très bien. Là, ça, c'est les inconvénients, les avantages et les inconvénients de chaque méthode. Est-ce qu'il y a des questions sur ce chapitre introduction? J'ai fini le chapitre introduction. J'ai fini ma séance du premier cours. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'on a compris? C'est bon? Oui, madame. Oui, madame. Oui, madame. S'il n'y a pas de questions, je commence le premier chapitre. Donc là, c'est, n'oubliez pas, on a l'introduction. Donc, vous recevrez le chapitre aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas reçu, j'entame tout de suite les chaînes de... Donc, c'est un chapitre introduction, il n'y a pas de série d'exercices pour ça. Ça, c'est des questions de cours. Et donc, il y aura des questions de cours, bien sûr, sur cette partie, pour faire la différence entre celui qui a compris, celui qui... Mais on va encore comprendre, d'accord? Donc, il y aura toujours des informations. Il ne s'agit pas d'apprendre, il s'agit de comprendre. Je ne donne pas des définitions, je ne demande pas les définitions. Je demande le raisonnement qui vient d'arriver. Alors, donc je disais, on va faire, donc au cours, à partir de cette séance, je vais commencer les chaînes de Markov à temps discret. Donc, on va travailler dessus quelques séances. Et il y aura une série d'exercices sur ça. Ensuite, je ferai les chaînes de Markov à temps continu. Donc, je partage tout de suite avec vous.